Bonjour, Richard Planas. J'interviens au titre de la commission technique du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, le CIVL, qui regroupe vignerons et négociants, producteurs aussi bien d'appellations d'origine contrôlée que d'IGP. Le CIVL cofinance un programme de recherche-développement sur des thématiques principalement rassemblées autour de deux thèmes majeurs, qui sont la réduction des intrants phytosanitaires et l'adaptation de notre vignoble aux évolutions climatiques. Et le travail qui est fait sur les variétés tolérantes, dites résistantes à l'oïdium et le mildiou, coche absolument ces deux cases. Et tout particulièrement le travail de mise en valeur, d'études, d'évaluation, des variétés dites bouquets, du nom du chercheur de l'INRAE qui les a mises au point, et qui sont aujourd'hui en cours d'évaluation, à la fois dans un dispositif de 30 parcelles du réseau Oscar Rock, suivi par les chambres d'agriculture dans les différents départements, dans différentes situations agro-pédologiques, pédoclimatiques, et également sur des dispositifs plus officiels d'accréditation, puisque ce sont les VATE qui permettent, dans un délai de minimum 3 ans, d'aboutir à une inscription. Donc les deux VATE en cours ont été implantés sur le domaine expérimental de pêche rouge à Gruissan, c'est l'INRAE, et le deuxième, dans l'Ouest audois, au domaine expérimental de Cazes, c'est la Chambre d'agriculture de l'Aude qui gère ces dispositifs. Donc, on a espoir qu'à l'horizon 2024-2025, ces variétés, notamment les variétés bouquets, qui se distinguent par leur très haut potentiel qualitatif, que ce soit en blanc, en rouge, et y compris en jus de raisin, puisse se développer, parce qu'il est très important de ne pas renoncer à l'amélioration qualitative, aux démarches d'excellence qui, depuis plus de 30 ans, ont fait bouger les lignes en Languedoc. Et il est absolument nécessaire de rester sur des objectifs de qualité de très haut niveau. Or, dans l'univers des variétés résistantes, seules les variétés bouquets, à notre connaissance, permettent d'atteindre ces niveaux. Donc, je clôturerai en remerciant le travail précis et précieux de nos équipes techniques. Donc, vous allez avoir le plaisir d'assister aux interventions de Nathalie Fortin de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, de Jacques Rousseau de l'Institut coopératif du vin, de Thierry Grimal de la Chambre d'agriculture de l'Aude et de Soline Caillé de l'INRAE. Je vous souhaite une bonne séance. Ça nous a paru vraiment très important, en tout cas, de remercier toute cette cohérence de programmes et de projets qui concourent donc aux résultats que je vais vous synthétiser. Donc, vous voyez, quand vous regardez tous les programmes, ça a commencé en 2012. Donc, on va fêter les 10 ans de l'acquisition de ces données. Si on regarde un peu rapidement les sources de données au niveau expérimentation, vous avez sur cette carte les centres d'expé qui sont figurés avec ces points jaunes. J'ai mis la SICA de Cazes un peu plus en avant, puisqu'en fait Thierry le présentera des parcelles de ce domaine. Donc vous voyez qu'elles sont tous ces sites sont très répartis sur toute la zone des 4 départements. Et à cela, il faut rajouter les données, les observations d'une centaine de parcelles de vignerons, en plus donc des centres d'expé. C'est très important, ces 100 parcelles de vignerons, parce qu'en fait, on est dans une phase d'expérimentation participative, en fait, de recherche de références participative, avec des avis de vignerons, avec des gestes de vignerons, des surfaces aussi qui correspondent à quelque chose, au-delà de parfois des parcelles d'expé dans des centres qui comptent des plants, mais en centaines de plants simplement. Donc, on a une très bonne échelle d'obtention de résultats. Un résultat de ces parcelles de vignerons, je vais vous mettre quelques petites diapos rapides. Donc, c'est un réseau, le réseau qui a été commandité par le comité RQD, et je vous ai fait la compilation des données 2020-2021.
Donc là, c'est essentiellement donc des observations par des conseillers viticoles. On n'est plus avec du personnel d'expé, ce sont des conseillers viticoles en lien avec le viticulteur lui-même. Et on a donc, par exemple, sur cette diapositive concernant le port de la végétation, vous avez en couleur donc vert foncé un port dressé, vert clair semi-retombant et jaune retombant. Ces suivis sont très importants parce qu'en fait, ça va nous permettre de démultiplier les résultats et de pouvoir conseiller les agriculteurs s'ils le souhaitent ou pour eux d'avoir directement l'information quant au choix des palissages peut-être à mettre en face. En ordonnée, vous avez le nombre de parcelles qui sont relevées dans chacun des cas. Au niveau de ce port de végétation, ça c'est l'observation sur les parcelles. On a croisé avec notre expertise expérimentation sur les sites d'expé engrangés depuis 2012. Et vous avez ici donc la mise en parallèle de ce que nous avions observé sur des petits sites et la concrétisation, la validation sur les parcelles d'expé. Quand vous avez des points d'interrogation, à chaque fois que vous avez un cépage qui a des points d'interrogation, c'est qu'en fait, on les a pas vraiment eu en expérimentation ou en suivi en centre d'expé. C'est vraiment les données chez les viticulteurs qui vont être agrégées et qui vont nous donner des informations sur ces variétés-là. Ça, on pourra revenir selon les questions. Ensuite, nous nous sommes posé deux questions qui sont directement posées par les viticulteurs parce qu'en fait, très pratiques. On avait des questions sur est-ce que ce sont des variétés qui ont beaucoup de grappillons? Ça peut être très gênant, notamment pour les vendanges. Si les grappillons sont hauts dans la frondaison, ben au niveau de la vendange mécanique, ça peut poser souci. Et nous avons effectivement au niveau de notre réseau de parcelles de vignerons via le comité RQD, donc, plusieurs variétés qui ressortent avec beaucoup de grappillons qui peuvent, selon les parcelles, gêner le geste du vigneron. Notamment le floréal a des grappillons, le sorili et le souvigné gris en ont relativement beaucoup en fonction des observations. Et nous avions également la question qui était posée sur les vrilles. Est-ce que ce sont des variétés qui ont beaucoup de vrilles et la solidité des vrilles? Et vous avez sur le même principe avec les codes couleurs vert et jaune. Vert, c'est peu de vrilles, comme c'était peu de grappillons. Et jaune, c'est de nombreuses vrilles qui peuvent être très solides. Je pense notamment au sorelli qui se trouve sur la droite de votre graphique, où la grande majeure partie des parcelles sont notées avec de nombreuses vrilles très solides, nécessitant notamment lors du dépalissage en hiver de faire suivre le sécateur, par exemple. Donc, ce sont des observations directement pratiques qui sont importantes à relever et qui relèvent directement de la vie du vigneron. Alors, sur les diapositives suivantes, l'exercice a été d'essayer de placer les variétés résistantes, les variétés tolérantes aux maladies, résistantes partielles en général, selon certains critères et par rapport aux cépages témoins qu'on pouvait avoir dans des parcelles d'expé. Je vais m'attarder un petit peu plus à la description donc, de la première diapositive pour que vous compreniez bien le principe. Ici, c'est la diapositive concernant la maturité. Donc, la maturité des variétés blanches et grises ou la maturité des variétés noires, partant du principe que quand je dis maturité, c'est en fait la date de récolte. Donc, j'ai un axe qui va du plus précoce, donc côté vert clair, au plus tardif, côté rouge. Sur des parcelles très spécifiques, notamment les parcelles de 2012, il a été placé à partir d'une très grosse base de données acquise depuis donc, les observations 2012 jusqu'à 2020, grâce à tous les programmes qu'on a vus tout à l'heure. Il a été placé le témoin qui se trouve dans certaines parcelles, qui est, dans ce cas, variété blanche et grise, c'est du chardonnay. Donc, voici la date de récolte du chardonnay placé. Par rapport à la date du chardonnay placé, on a tout l'ensemble des cépages, des variétés classées définitivement qui se positionnent comme ça sur l'ensemble de nos essais. Quand vous avez un département entre parenthèses, c'est pour montrer, alors on a voulu les placer quand même, ces variétés sur cette échelle, mais en fait on n'a qu'une seule donnée
sur la variété. Alors 66, il y a donc 3 variétés qui sont uniquement placées sur une parcelle des Pyrénées-Orientales, Solaris, Bronner et Johanniter. Et vous avez aussi le Saphira qui, à l'extrémité, côté rouge, qui est uniquement présent sur une parcelle de l'Aude. Donc, ces positionnements de parcelles sont quand même un petit peu à prendre avec précaution, puisqu'en fait, le Saphira est carrément du côté ouest du département, donc avec une influence océanique côté domaine de Cazes. Et Fangeau, c'est à Fangeau, le Saphira. Les Pyrénées-Orientales, on est aussi dans une situation qui est relativement très particulière par rapport au reste de l'arc méditerranéen. Par contre, les 5 autres variétés, Muscaris, Souvignegris, Sorelli, Floréal et Voltis, ce sont des synthèses de toutes les autres parcelles qu'on peut avoir sur l'ensemble des 4 départements. Donc, vous voyez donc le décalage de précocité de ces variétés par rapport au chardonnay. Le Muscaris, je ne vous cache pas, qui pose problème parce que très précoce, à ramasser de façon très tôt dans 10-15 premiers jours du mois d'août. Et ce n'est pas forcément un cépage facile à utiliser, notamment en cas de cave coopérative qui ont besoin d'avoir un certain volume à ramasser parce qu'ils ouvrent la cave. Je rajoute à cet axe-là, en dessous de l'axe, les variétés qui sont des variétés en cours d'expérimentation ce coup-ci. Fleur-taille, et puis 3 INRA bouquets que vous avez cités ici, G9, G5 qui sont des petits degrés, c'est pour ça que c'est écrit en bleu, et le 3159-212 qui est une autre variété INRA bouquet. Nous les avons dans plusieurs sites d'expérimentation, donc ça nous permet aussi de les classer par rapport à leur maturité, par rapport au chardonnay. Si on fait le même exercice pour les noirs, les variétés des noirs, donc on place le merlot, grenache et cabernet sauvignon que l'on retrouve sur des parcelles d'expérimentation. Et par rapport à ces parcelles témoins, ces variétés témoins, on place le cabernet cortis extrêmement plus précoce. On le ramasse avant le 20 août, hein, cabernet cortis, et puis ensuite monarque prior un tout petit peu plus précoce que le merlot, et les 2 variétés INRA Resdur, Artaban et Vidocq qui se trouvent plus tardives et plus proches Grenache que les variétés allemandes Monarque et Prior. On rajoute le merlot Chorus qui est une variété italienne en cours d'expérimentation, comme le Fleur-taille d'ailleurs, hein, c'est une variété italienne, et le G14 INRA bouquet petit degré. Voilà le principe de cette synthèse qui se base sur des données depuis 2014. Si on regarde le poids des grappes, vous avez le même principe, donc les témoins placés, et puis les différentes variétés classées en haut et en expérimentation en dessous. Donc vous avez là au niveau des blancs Muscaris avec une toute petite grappe, plus petite que le chardonnay en moyenne. Et puis ça va jusqu'au Sorelli, donc qui est plus important, la variété blanche avec une grappe le plus importante. Et vous avez le rouge en dessous, Cabernet Cortis, une toute petite grappe, entre 80 et 100 grammes la grappe. Si on regarde les poids des baies, en moyenne, le Sorelli a des toutes petites baies par rapport aux autres, qui sont relativement groupées. Et au niveau des variétés noires, vous avez Cabernet Cortis Vidocq avec des petites baies par rapport aux autres variétés classées définitivement et par rapport aux témoins. Alors, je ne donne pas de poids de récolte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même sur globalement des parcelles qui sont très jeunes. Et en fait, on voit que les poids de récolte ne sont pas très stables. Je vous ai gardé que les poids qui restaient relativement stables, enfin qui voulaient dire quelque chose, qui restaient stables d'une année sur l'autre. Les poids de récolte varient pas mal et on a encore besoin d'acquérir un certain nombre de données pour pouvoir faire une synthèse au niveau de la région. Thierry, tout à l'heure, vous en fera une au niveau du domaine, enfin de la petite région dans laquelle il est, mais il était compliqué de faire une synthèse sur toute la région des 4 départements. Le bassin viticole Languedoc-Roussillon. Je passe aux sensibilités aux maladies fongiques. Ce sont des variétés qui sont tolérantes mildiou oïdium.
il existe un gène de résistance Black Rot, mais qui ne fait pas partie du patrimoine génétique de toutes les variétés qu'on a pu travailler et qui sont classées définitivement ou travaillent en classé temporaire et qui donneront lieu certainement à un certain nombre d'autres classements par la suite. Donc, la sensibilité aux maladies fongiques, je vais juste vous la présenter en midioïdium. Comment est-ce que la synthèse a été construite? Avec de l'observation sur 2 sites entre 2014 et 2016, dans l'Aude et l'Hérault, ce sont les sites VATE, valeurs agronomiques, technologiques et environnementales, obligatoires à mettre en place pour inscrire, classer les variétés. Et dans ces 2 sites-là, il y a ces cépages témoins dont je vous ai parlé tout à l'heure, Chardonnay et Merlot, pardon. À ça, on rajoute l'observation des 97 parcelles, que j'ai appelé 100 tout à l'heure sur la carte pour être plus rapide, 97 parcelles qui correspondent à 30 communes au niveau des 4 départements et qui ont été suivies et observées de 2017 à 2020. On a sur ce réseau des parcelles qui n'ont jamais reçu aucun traitement. Et il y a des parcelles qui sont traitées jusqu'à 3 traitements en fonction de la maladie ciblée et en fonction du millésime. L'observation classique de toutes ces parcelles-là, c'est 2 stades observés systématiquement. Floraison, qui est la période qui est relativement dangereuse par rapport notamment à l'oïdium, et véraison, qui va signer aussi un petit peu qui va donner une certaine image de la qualité phytosanitaire du millésime. Et puis, sur un certain nombre de parcelles, il y a 3 autres ponctuellement qui relèvent, dans ce cas-là, du protocole OSCAR que nous suivons sur un certain nombre de parcelles. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, ce programme OSCAR, vous tapez Observatoire du vignoble au niveau, donc, Observatoire des cépages résistants au niveau d'Internet, et vous tombez sur le site de l'INRA de Bordeaux, très bien fait, avec un certain nombre de photos de symptômes notamment. Donc ça correspond à 5 observations bien cadrées au niveau des stades. Nous avons une série de parcelles avec ces 5 observations et une autre série de parcelles, notamment chez les viticulteurs, avec uniquement 2 observations, floraison et véraison. Les données sur l'oïdium, ça va être une synthèse sur 2017 à 2020. Par contre, les données sur mildiou, on n'a pris que les 2 années problématiques au niveau du mildiou, 2018 et 2020, parce que sinon, il y avait trop de différences et puis une moyenne ou une synthèse n'aurait rien vouloir dire. Et juste quelques données d'observation Black Rot en 2020. Oïdium. Je mets la flèche. En vert, c'est la résistance totale. L'extrémité gauche de la flèche, résistance totale. Je place les témoins. Chardonnay, donc nos témoins de parcelles VATE, qui est un cépage très sensible à l'oïdium, bien entendu, et le Sauvignon un petit peu moins. Et je place toutes les variétés classées définitivement par rapport à cette échelle-là. Tout le monde est très rassemblé sur la gauche, côté vert. Le Sauvigné gris est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on peut avoir en tête de l'oïdium, parce qu'en fait, on pense plus naturellement à de l'oïdium sur grappe, et il est toujours très sain sur l'oïdium sur grappe. Par contre, il a petit à petit de l'oïdium visible sur feuilles et rameaux en fin de période, puis petit à petit, année après année, ça rentre un petit peu plus tôt dans la campagne. Je place les classés temporaires sur cette flèche-là. Pour le rouge, pour les variétés noires, donc tous nos témoins en extrémité et nos variétés tolérantes côté vert. Le prior ayant de l'oïdium sur grappe, pas sur feuille. Et nos classés temporaires en cours d'acquisition de référence. Si on regarde comment sont placées ces variétés avec nos observations sur nos parcelles, on a très naturellement une grosse patate, vous voyez, complètement dans le résistance totale. Ce sont toutes les obtentions INRAE, que ce soit INRAE Resdur, le programme de résistance durable, Resdurin, Artaban, Vidoc, Floréal et Voltis, ou les INRAE bouquets, ce que vous avez en dessous de la flèche, qui sont étudiés actuellement. Donc ça, c'est normal parce que toutes ces variétés ont le gène RUN1, un gène de résistance totale à l'heure actuelle. Et puis l'autre patate, c'est une patate bleue décalée. Ça, ce sont les obtentions allemandes. Il nous reste encore,
le Sorelli tout en haut, un petit peu à l'extérieur de la patate bleue, qui est la variété italienne. Les observations en black rot, le Sorelli est très sensible sur l'ensemble de nos parcelles d'observation, et au niveau expérimental, le G9 l'est aussi. Et en rouge, Vidocq et Artaban montrent une sensibilité aussi au black rot. Au niveau mildiou, hop, la flèche, les témoins, toutes les variétés suivies, les variétés suivies en expérimentation. Pour les noirs, donc je mets le merlot avec une forte sensibilité au niveau des grappes, et le grenache par contre c'est une sensibilité au niveau des feuilles, et je mets les variétés classées définitivement et les temporaires. Il faut se dire aussi que toutes les variétés tolérantes dont on parle seraient normalement, si j'avais vraiment respecté l'échelle, beaucoup plus collées vers la gauche, vers la résistance, une résistance partielle mais très bonne. C'est pour un souci de lecture que j'ai un petit peu décollé en fait mes variétés. Alors là, par rapport à l'INRAE, on a toutes les obtentions INRAE qui sont un peu moins bonnes, sauf le Voltis, qui au niveau des peu de parcelles observées se place plutôt bien à suivre. Les obtentions INRAE donc, sont un petit peu moins bonnes dans cette résistance partielle que les obtentions allemandes. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, avant de passer sur un peu plus de conseils de développement, après l'intervention de Thierry. Thierry, est-ce que tu peux prendre la suite? Prends la suite, vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, bonsoir à tous, à vous. Donc, moi, je vais vous parler des dispositifs donc VATE, INRAE Bouquet et VATE donc, que nous suivons depuis 2 ans. Donc, la deuxième génération du réseau résistance durable RESDUR 2, donc 10 génotypes expérimentés au domaine de CASE. Également, je pense avec le site de l'IFV Gaillac. Mais avant de parler des VATE, un peu de présenter très rapidement le domaine de CASE, parce qu'à ce jour, nous avons 15 des 17 variétés inscrites au classement. Donc, avec les dernières variétés issues de greffage en fente, donc sur du Sauvignac, obtention Bladner, variété suisse, du Cabernet Blanc, variété également suisse, obtention Bladner, et du Pinoten, donc variété suisse, obtention Bladner. Bon, cette année, nous avons pu vinifier du Sauvignac et les premières souches de Pinoten, et en 2022, donc du Cabernet Blanc au domaine de CASE, avec les 15 autres variétés inscrites au classement. Les seules que nous n'avons pas, c'est le Solaris, qui est extrêmement précoce, et le Bronner. Voilà, donc concernant les VATE INRA Bouquet, donc il y a 2 sites VATE, dont un au domaine expérimental de CASE qui a démarré cette année, plus une vitrine dont nous avons 4 des 13 génotypes expérimentés implantés depuis 2009 sur le site du domaine de CASE. Donc pour rejoindre les propos de Nathalie, donc concernant l'oïdium sur cette parcelle, donc nous n'avons jamais observé d'oïdium ni une trace d'oïdium depuis 2009. Nous n'avions jamais effectué de traitement, sauf en 2020 et 2021, mais des traitements par rapport au black rot, puisque nous avions observé en 2020 et 2021 quelques taches de black rot et quelques grappes prises par le black rot. Donc, pour éviter cette pollution, j'allais dire, par le black rot, nous avons fait quand même une intervention avec une spécialité autorisée black rot. Voilà, en début floraison. Donc, les 2 sites VATE comportent 13 génotypes expérimentés. Sur chaque site, comparé à une variété témoin rouge et blanche. Donc, au domaine de CASE, à Alaigne, issu de greffage en fente réalisé sur un Cabernet Franc porte-greffe sur porte-greffe SO4 en 2017, 2018, 2019 et complété pour quelques pieds en 2020. Donc, densité de plantation de 50 sur 80 cm, et c'est la première année de suivi en 2021. Donc, on aura 3 années de suivi.
et nos collègues de l'INRA de Pêche Rouge à Gruissant, issus de plantations sur greffé soudé réalisées en 2020. Donc, ce démarrage de ce suivi de comportement en 2022. Et une parcelle de vitrine complémentaire au Pouget qui a été donc implantée en 2019. Voilà. À ce jour, donc, 7 génotypes INRA et bouquets sont en classement temporaire. Ce sont ce qu'on appelle les petits degrés, le G9 en blanc, le G5 en blanc et le G14 en noir. Donc, données petit degré, le 3159 de 12 en blanc, que l'on nomme le type P Shazam, puisque le 5e rétrocroisement donc, a été effectué avec du Shazam. Et récemment, donc fin 2021, le 3179-97 noir, c'est un 5e rétrocroisement avec du grenache noir. Et le 3160-27-4, donc noir, c'est un 5e rétrocroisement avec du fer servado. Voilà. Si tu peux passer la diapo suivante, Nathalie. Donc, le dispositif que l'on a mis en place, issu de greffage en fente avec bien sûr le concours de Didier Viguier de l'atelier Bois et Plants de Vigne à Chambre d'Agriculture de l'Aude. Donc, vous le voyez en rouge, donc 13 génotypes plus témoins. Les témoins sont le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon. Donc, c'est 3 modalités entre 29 et 35 souches en fonction de la disposition. Et donc, nous avions aussi intégré le 33-47-330. Ça, c'est un typé 6e rétrocroisement typé Aranel, mais ce génotype n'est pas suivi dans le cadre de la VATE. Donc, c'est un suivi sur 3 ans, de 2021 à 2023. Alors, je tenais à dire qu'on peut, dans un site, des 2 sites, avoir un VATE à partir de greffage en fente, mais pour autant que l'autre site soit en greffé soudé. Voilà, c'est une tolérance donc sur la réglementation. Bon, comme je vais présenter les tout premiers résultats, mais sans statistiques, pour vous donner une idée de ces variétés bouquets. Rapidement, on a eu une première année de suivi, un millésime compliqué et tardif pour l'Ouest Audois, un déficit thermique en septembre et une pluviométrie importante en septembre, puisqu'on a eu près de 200 mm entre le 9 septembre et le 30 septembre. Donc 180 mm en 2h30 le 12 septembre, qui occasionnait quand même quelques dégâts de ravinement et surtout des maturités bloquées pendant 3 semaines. Donc ça a été quand même une millésime difficile et on a dû jongler sur les maturités donc pour entrer des produits, j'allais dire, à maturité à peu près, à maturité intéressante quand même. Voilà. Donc, le dispositif VATE, on a un suivi phénologique, donc le débourrement, donc 50%, donc plusieurs passages afin de réaliser, d'estimer le débourrement, ce qui est très important par rapport ensuite à la date de débourrement, importante à savoir. La floraison, pareil, stade de repère, la chute des capuchons floraux, donc plusieurs passages afin d'estimer le stade de floraison, 50%. Le stade changement de couleur et de consistance de la baie, 50% véraison. L'observation du port, Nathalie en a parlé, des ports dressés, des ports semi-retombants, des ports retombants. Le suivi sanitaire, donc floraison, mildiou, oïdium et black rot. Idem pour la véraison. Et en maturité, donc un suivi également sur le botrytis. Donc, suivi maturité, donc là, nous avons fait 3, voire 4 suivis de maturité en TAVP et acidité totale, ainsi qu'une analyse complète, j'allais dire ISV, par placette lors de la récolte, donc TAVP, acidité totale, pH, acide malique et azote assimilable. Et nous avons récolté sur chaque placette, donc 45 avec les témoins, puisque 13 génotypes et 2 témoins, 15 x 3, avec des pesées de récolte et estimation de la grosseur et compacité des grappes. Donc, le 14 septembre, le témoin chardonnay,
Le 23 septembre, nous avons ramassé le 31,59 de 12 et les G5 et G9 petits degrés. Le 29 septembre, le typé Aranel 3347-320. Le 30 septembre, le typé Fer-Servadou, le 3160-27-4. Le 1er octobre, le 3328-306, c'est un typé Marcelin. Le 14 octobre, deux autres typés Marcelin, le 3328-168 et le 3328-177, le témoin Cabernet Sauvignon, ainsi que on avait quand même pas mal de les trois placettes, pratiquement toutes les souches formées, déjà taillées en Guyot depuis 2 ans. Donc, on a fait une première maturité sur le 31-76-21-11 et sur le 31-79-97, première maturité également, ainsi que le 33-22-343 que nous avons ramassé le 14 octobre et qui est un typé donc Cabernet Sauvignon. Voilà. Et le dernier ramassage a eu lieu le 20 octobre, hein, donc nous avons voulu concentrer au maximum parce que nous avions des maturités beaucoup plus faibles que les autres années, donc nous avons fini quand même assez tard avec le deuxième typé Cabernet Sauvignon, le 33-22-226, et la deuxième maturité du 31-76 et du 31-79. Voilà. Et chaque génotype donc a été vinifié bien sûr à part. Alors, les poids, hein, poids par cep, donc pour cette année 2021, donc alors je vois pas très bien parce que c'est petit, mais je pense qu'on est à 1,87 donc pour le chardonnay. Donc avec un degré, un TAV de 14,06, une acidité de 5,7 et 3,27 de pH. 2 kilos pour le 31, oui, 31,50. Ouais, si tu, non, tu peux pas le grossir, hein, Nathalie? Non, je sais pas. Voilà, C'est bon, 2 mais c'est bon. kilos, Ouais, 2 voilà, non, non, kilos 2 pour le kilos pour le 31,50. 31,59 de 12. Alors, le G9, par contre, autant en 2020, on avait une récolte importante, derrière une année de grêle en 2018 qui avait tout détruit, et très peu en 2019, grosse année en 2020, mais là, le G9, pourtant, toutes les souches étaient formées, donc un rendement relativement faible. Donc quasiment 1,07 kg pour 11 degrés 17 de TAV, ce qui est normal, hein, c'est toujours des degrés relativement bas. Le G5 donc avec 2,33 kg, avec un TAV de 11,06 et le typé Aranel, donc là on a été à plus de 2,7 kg par pied, à 12,81 de TAV, une acidité de 5,36 et un pH de 3,10. Donc voilà pour les variétés blanches. Donc pour les variétés noires, donc le Cabernet Sauvignon 1,8 kg pour un degré quand même de 13,16 hein, TAV, une acidité de 4,35 et 3,56 en pH. Le G14 petit degré 11,66, 4,32 en acidité, 3,51 pH. Un des typés Marcelin, donc le 33-28, 168, là avec 3,43 kg par pied. Donc une grosse production, sachant qu'à 2,50 sur 80, nous sommes à 4400 pieds hectares. Donc assez grosse production cette année et également en 2021, mais bon, il n'était pas suivi en VATE. L'autre typé Marcelin, le 33-26 306 à 2,5 kg par pied. Et là, donc, avec quand même 13,02 de TAV pour une acidité de 4,79, des acidités quand même assez élevées cette année, hein, et 3,45. Et donc, le typé Fer-Servadou, le 31-60-27-4, pour 13,47 de TAV, 4,67 d'acidité, 3,54. Le 33-28-177, un autre typé Marcelin, donc avec 13,65 en TAV, 4,63 en acidité totale et 3,42 en pH. Alors, la première maturité du 31-76
21-11, donc à 16 de TAV. Bon, pour information, les grenaches noires qu'on a ramassées relativement tard à cette même époque étaient à 11,8 degrés, hein, donc comparé au cépage grenache noir. Le 31-79, première maturité à 12,76 degrés, mais avec quand même un poids de supérieur à 3 kg. Je pense, si je lis bien, 3 kg 100. Et donc, un des typés Cabernet, le 33-22 343, donc avec 2,8 kg. Et les deuxièmes maturités du 31-76, là, on a eu une chute. Bon, on a eu quand même un final le 20 octobre avec pas mal de botrytis. Bon, on les a poussés à bout, hein. Donc, il y a eu quand même une perte de récolte assez importante, hein. 1,3 kg, mais avec une maturité de 13,68. Et donc, une acidité totale de 4,21 et 3,59. Et le 31-79, donc deuxième maturité, là aussi 13,52 de TAV, mais quand même là une meilleure résistance à la pourriture grise et quand même 2,5 kg de rendement, mais quand même des raisins un peu flétris, assez concentrés, pour une acidité de 4,61 et 3,50. Et enfin, donc, le 33-22 226, qui est un typé Cabernet Sauvignon, à 13,12 degrés et 3,98 d'acidité, 3,77. Voilà, donc tous ces produits ont été mis en bouteille là récemment, cette semaine, donc pourront être dégustés très prochainement. Voilà. Thierry, je reprends 2 secondes la parole pour répondre à une question. Donc, tous les 33-28, ce sont des derniers rétrocroisements Marcelan. Oui, Tous les 33-22, ce sont des derniers rétrocroisements Cabernet Sauvignon. Oui. 31-60, c'est un dernier rétrocroisement Fer-Servadou. Et les 31-76 et 31-79, ce sont des derniers rétrocroisements Grenache. C'était une question qui nous demandait le cépage du dernier rétrocroisement. Voilà. Et pour les blancs, donc le 31-59 Chazan et le 33-47 320, ça c'est un 6e rétrocroisement avec plus de 99% du génome du Vitis vinifera, donc de la ramelle. Voilà. Alors nous suivons aussi, alors là, bon, on a été très contrariés par la grêle de 2018 puisque c'est une VATE, ces variétés, donc Inrae Resdur 2, donc polygéniques, hein, issues de croisements de variétés Alain Bouquet rétrocroisées avec des variétés donc allemandes. Donc nous avons planté en 2016. Malheureusement, à la 3e feuille, on a le 3 juillet, un orage a ravagé complètement le domaine et nous avons dû rabattre la plupart des plants. Donc nous avons pu commencer cette expérimentation uniquement en 2020 et donc avec pas la possibilité en 2020 d'avoir une vinification, un suivi sur tous les génotypes, alors qu'à partir de 2021, là, ça a pu se faire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières inscriptions de variétés INRA Resdur 2 au catalogue français donc datent officiellement parution journal officiel le 13 janvier 2022. Donc, vous avez le Coliris en noir, le Cyrano en noir, le Lilaro en noir et le Sélénor en blanc, plus une nouvelle variété blanche attendue en 2022. Donc, 2 sites en attente d'une année complémentaire, c'est le domaine expérimental de Cazes. Alors, on va peut-être mener, et l'IFV Gaillac, on va peut-être mener une année complémentaire sur quelques génotypes. Et donc, bon, là, je ne vous présenterai pas les rendements. J'ai pas encore toutes, enfin, on a toutes les données, mais on va les présenter avec l'IFV prochainement.
ainsi qu'un suivi de dégustation. Donc, 10 variétés suivies sont suivies comparées à un témoin. Si tu peux passer le protocole. Voilà, donc cette 3 répétitions de 35 souches par modalité, donc avec des répétitions hein, et le témoin Merlot. Donc où c'est le témoin Merlot, le témoin traité donc a été vinifié comparé aux 10 génotypes, en sachant qu'un des génotypes, le 1179L, pour information, n'a jamais été suivi, a été écarté dès le début. Voilà, bon, moi, je ne vais pas vous en dire plus sur les VATE pour le moment, hein, mais ils feront l'objet de restitution avec tous les paramètres donc, exigés dans le cadre d'une VATE et surtout, très prochainement, de dégustation. Voilà, moi, je vais être obligé malheureusement de vous quitter puisque j'ai une réunion d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc, Nathalie, s'il y a des questions, si tu peux prendre la main là-dessus. Voilà, je vous remercie. Juste pour compléter ta dernière diapositive, si je ne me Ouais. trompe pas, il y a le même dispositif VATE Oui. Résure 2 dans le Gard. Alors, à dans le Gard Suresnes. ou à l'IFV Gaillac, je ne sais pas. Dans le Gard, je ne crois pas que ce soit ces génotypes qui sont Ah, c'est pas expérimentés. les mêmes numéros. Non, D'accord. je pense que les sont dans le Gard, pardon, dans le Tarn, l'IFV Gaillac, ou je ne sais pas si c'est pas Bordeaux. Mais il y a 2 sites, donc il y aura peut-être, on va voir si dans ces génotypes, on en aura peut-être 1, 2 qui seront peut-être inscrits à l'issue d'une année complémentaire. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Je vais donc poursuivre avec la deuxième partie au niveau viticulture. Donc, sur la base de toutes nos observations et des échelles que je vous ai présentées tout à l'heure de sensibilité au idiome mildiou, nous avons au niveau des 4 départements travaillé sur ce qui pourrait être conseillé en termes de stratégie de traitement, sachant que la stratégie de traitement à utiliser, enfin à appliquer, pardon, sur les variétés par rapport aux maladies vise 2 objectifs très précis, c'est protéger le patrimoine génétique avant tout, c'est-à-dire garantir la durabilité de la résistance partielle ou résistance totale dans le cadre du gène RUN1. Et puis évidemment pour le viticulteur, c'est assurer la production de raisins. Si on regarde le cas de l'oïdium, on a défini 2 axes possibles. Les variétés qui ont le gène RUN1, donc le gène de résistance totale à ce jour. Où là, en fait, puisqu'il y a une résistance totale à l'oïdium, le seul objectif est d'assurer la durabilité de la résistance, de protéger le patrimoine génétique. Et puis, il y a les autres variétés. Les variétés qui ont des gènes de résistance partielle, qui peuvent être très bonnes, hein, excellentes, mais qui ont des résistances partielles, et qu'on va appeler, en tout cas entre nous au niveau des conseillers, tolérance. Là, l'objectif est protection de la récolte et puis la durabilité de la résistance. Dans le premier cas, ça correspond aux INRA Résure 1, puisqu'en fait, on n'a aucune donnée sur les variétés qui ont été classées définitivement en janvier cette année, hein, sur les Résure 2. Donc, Résure 1, c'est Artaban en noir, Floréal et Voltis en blanc, Vidoc en noir. Et alors là, nous, on conseille uniquement un traitement en préfloraison de façon à protéger cette résistance. Par contre, il est très important pour le viticulteur de regarder, d'aller voir dans la parcelle. De toute façon, c'est important pour les autres maladies, donc il regarde aussi s'il y a le moindre suspicion d'oïdium. Et si c'est le cas, il faut prévenir immédiatement un conseiller, par exemple un conseiller de chambre d'agriculture, pour faire remonter très rapidement la donnée et les organes touchés pour avoir une investigation complémentaire. Dans le deuxième cas,
On va différencier tout le gros des variétés tolérantes, Sauvigné gris, Prior, Monarque, Cabernet Corti, Solaris, etc. Ce que j'ai écrit en gris clair, mais qui ressort peut-être un peu moins bien, c'est Pinotin, Cabernet Blanc, Saphira et Sauvignac, pour lequel nous avons très peu de données, peu de recul pour savoir comment il se comporte par rapport à l'oïdium. On différencie ces variétés pour lesquelles on va conseiller 2 traitements en encadrement de la floraison, c'est-à-dire la période sensible, de sensibilité accrue. Et il y a le Sorelli, tout seul, qui a une bonne tolérance, mais qui est un peu moins tolérant que tout le paquet juste avant, où là, on va parler de 3 traitements, en encadrement de la floraison et un petit peu plus tard. Au niveau de la stratégie mildiou, là, actuellement, toutes les variétés qui sont obtenues n'ont pas de gène de résistance totale au mildiou. Il n'y a pas de création qui soit classée définitivement avec ce gène de résistance totale mildiou. Donc là, on va avoir 2 objectifs. L'objectif de protection de la récolte et puis l'objectif de durabilité, de protection du patrimoine génétique. Du coup, on va se baser sur le contexte du millésime, le contexte environnemental ou l'historique de la parcelle comme étant les portes d'entrée de réflexion de notre stratégie mildiou. Si l'année est à forte ou très forte pression, on va faire 2 traitements en encadrement de la floraison. Et ensuite, on va assurer des observations complémentaires pour pouvoir éventuellement déclencher un 3e traitement. Si c'était une année à pression moyenne à faible, on va faire un traitement à la floraison et des observations complémentaires pour s'adapter à la suite du millésime. Et si c'est une année à pression très faible, on n'a pas de traitement systématique prévu. Par contre, on va faire des observations et peut-être que l'année se soldera à une année à 0 traitement mildiou. Pour le Black Rot, donc je vous ai dit qu'il n'y avait aucune variété actuellement classée définitivement et même dans nos tuyaux d'observation, mis à part les VATE qui peuvent être complémentaires dans des situations très précises. L'objectif, c'est bien la protection de la récolte. Alors, on va se baser sur l'historique de la parcelle, comme toute stratégie classique, hein, c'est-à-dire on va regarder les dégâts de récolte en année N-1 et ou en année N-2, et on va intervenir spécifiquement de façon préventive pour un cas où il y a eu du Black Rot les années précédentes, donc dès la première pluie contaminatrice à partir de l'éclatement du bourgeon, donc très tôt. S'il y avait de la présence, mais sans dégâts sur la récolte, on va profiter de la polyvalence des spécialités pour, en fonction des stratégies mildiou ou oïdium qu'on a vu précédemment, associer donc la protection Black Rot à soit la protection oïdium, soit la protection mildiou en fonction des spécialités commerciales. Et puis, s'il y a absence de symptômes des années précédentes, on observe. Et en fonction des symptômes, on retourne donc à la polyvalence ou pas de traitement. Alors, je vais faire un aparté sur la flavescence dorée. Pour vous dire, parce que je l'ai entendu dans le vignoble cet été, donc je trouvais que c'était très important de bien préciser. J'ai entendu que le Sauvigné gris était résistant à la flavescence dorée. Ça fait peur quand même. On ne parle pas de résistance à la flavescence dorée avec des cépages qui sont uniquement voués à être résistants partiellement ou totalement au mildiou-oïdium. Donc, les variétés tolérantes peuvent attraper la flavescence dorée. Mais attention, l'expression est peut-être difficile à voir. On va voir sur quelques exemples. Donc, les variétés tolérantes peuvent attraper la flavescence dorée, donc ne négligez pas les traitements obligatoires de l'arrêté qui doivent être strictement les mêmes par rapport à tous les autres cépages qui peuvent être présents sur votre exploitation. Et vous arrachez les souches atteintes. Donc, l'arrêté a changé, en tout cas pour 2021, c'est au 1er mars maintenant, ce n'est pas le 31 mars. Donc, en 2021, on a eu la chance de travailler avec le conseil départemental de l'Hérault et le laboratoire ANOVA+, et on a prélevé 120 prélèvements sur lesquels on a fait des analyses au niveau donc d'un certain nombre de variétés tolérantes. Je vous passe quelques photos qui, à chaque fois, ont été validées par les analyses. Voici des symptômes très classiques de flavescence dorée sur Prior. Ce sont des photos qui ont été prises soit à Marcillargues, donc dans l'est du département, au centre sud-expé de l'Hérault,
ou dans une parcelle, sur une parcelle de viticulteurs à Pézenas en 2021. Donc ça, ces symptômes-là, donc on a bien les souches révolutées, plus épaisses, cassantes, des grappes qui sèchent, des rameaux plus ou moins mous. On a des rougissements sectoriels, vous voyez sur la photo d'en bas. Donc le prior exprime de la flavescence dorée. On n'en a pas trop vu parce que les parcelles sont forcément très jeunes. On commence simplement à apprendre les symptômes. Le Cabernet Cortis, vous voyez, les symptômes sont aussi assez reconnaissables et c'est validé. Par contre, là où je voulais vous montrer, ce sont l'expression des symptômes sur Souvigné gris. Lorsque j'ai fait les prélèvements, j'ai vraiment fait très attention souche à souche. C'est pas ce que vous, en tant que vigneron, vous allez faire en fait sur votre parcelle. Or, c'est pas criant. Vous voyez que le côté révoluté des feuilles n'est pas vraiment présent. Le jaune, c'est comme s'il était un peu plus faible. Et sur les 3 souches qui ont été observées et prélevées parce que un peu bizarre, et on voulait les regarder, et qui sont sorties complètement positives à la flavescence dorée, eh bien les grappes sur ces souches-là étaient présentes. Elles n'étaient pas sèches. Alors peut-être parce qu'on avait pris les souches très tôt dans l'évolution du phytoplasme, ou peut-être que c'est vraiment l'expression. Donc il est facile de passer à côté d'une souche atteinte de flavescence dorée sur le Souvigné. Et alors pour vous montrer l'expression de la maladie sur une variété que vous ne verrez pas, puisque le Cabernet Cantor n'a pas du tout été classé définitivement et n'est plus classé temporaire, c'est une variété noire qui est très puissante au niveau de couleur. Or, vous voyez que les feuilles sont jaunes. Donc, quand on vous dit qu'une variété noire a des feuilles révolutées rouges, eh ben, pas sur le Cabernet Cantor. Il faut se rappeler que ces variétés-là, ils ont un tout petit pourcentage de porte-greffe dans leur gène. Donc, peut-être que l'expression peut être différente. Donc, il faut être très attentif et surtout ne pas négliger vos gestes au niveau des cicadelles et flavescence dorée. Donc voilà, j'en ai fini sur cette partie de viticulture. J'ai mis un certain nombre de photos. C'est aussi vraiment pour remercier tous les viticulteurs qui font partie de tout ce réseau et qui nous font remonter des observations complémentaires. On est toujours à la recherche d'autres parcelles pour varier notamment les porte-greffes, pour varier les terroirs, pour en connaître plus. Ce sont des parcelles qui sont très récentes et qui sont essentiellement plantées sur SO4. Donc on a vraiment besoin de varier nos observations, nos sources d'observation. Alors apparemment, il n'y a pour l'instant pas encore de questions sur cette présentation. Donc on va passer la parole à Jacques Rousseau sur la partie œnologie et ça sera suivi de la présentation de Soline par la suite. Là, je vais vous présenter le résultat de cette année d'expérimentation sur la région, au cours de laquelle donc, il y a 5 caves expérimentales qui se sont associées pour travailler sur les cépages résistants. Donc, ce sont des vins qui ont été faits sur des lots de 50 à 200 kg de raisin, soit à l'ICV, soit au champ d'agriculture de l'Aude ou du Pyrénées-Orientales, l'IFV de Rodillan et l'INRA à Pêche-Rouge. Donc, au total, il y a 380 qui ont été vinifiés, soit 30 cépages au total, dont 16 classés définitivement, et certaines ont eu la curiosité de travailler sur des vieilles variétés, comme le Chambourcin ou le Villard Noir. Il y a eu des vinifications sur des classements temporaires, et 6 cépages qui, à l'époque, n'étaient pas classés. Donc, tout ça, c'était dans le cadre du programme FEADER, avec le soutien financier de l'Union européenne, de la région, de l'Agence de l'eau et de France Agrimaire. Donc, il faut que… Tout à l'heure, il y avait une flèche là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information? D'abord, au niveau de la maturité, des dates de maturité, on retrouve des informations qui ont déjà été présentées par Nathalie tout à l'heure. Donc, avec, que ce soit sur les rouges ou sur les blancs, une gamme de précocité qui est assez étendue. On trouve un certain nombre de cépages qui sont très précoces, c'est-à-dire plus précoces que le chardonnay
Et on trouve même des rouges comme le Cabernet Cortis ou le Merlot Corus qui sont plus précoces que le Chardonnay. Mais on trouve aussi des cépages qui sont plus tardifs que le Merlot. Donc là, dans ce graphique-là, vous avez en plein les cépages qui sont en classement temporaire ou non classés, et en hachuré, les cépages qui sont classés. Une des caractéristiques qui nous a frappé, c'est qu'il y a un certain nombre de cépages qui font naturellement des faibles degrés, ce qui peut être recherché actuellement dans un cadre de contexte climatique. Donc, il y a les 3 variétés bouquets dont on a parlé précédemment, et donc ils vont vraiment des potentiels de très faibles degrés, de 10 à 11 degrés d'alcool potentiel, mais on a pu voir un certain nombre de variétés qui ont du mal à dépasser 11,5 à 12,5 d'alcool potentiel, dont l'Artaban, le Monarque ou le Chambourcin. Au passage, sur ces variétés-là, je pense à l'Artaban en particulier, on peut avoir des difficultés à qualifier la date de récolte optimale. Là, c'est une autre représentation qui essaie de caractériser la structure acide des cépages blancs. Donc, vous avez en abscisse les degrés alcooliques, les titres alcoométriques des vins obtenus, et le pH en ordonnée. Et on voit différents groupes qui apparaissent. D'abord, on retrouve, là on est sur les blancs, les 2 variétés bouquets à faible degré, qui ont été sélectionnées pour ça. Ensuite, on trouve un groupe de 3 ou 4 cépages qui font naturellement des degrés très élevés. On va retrouver le Muscaris, le Flortail, le Johanniter, le Sauvignoritos, sont des variétés qui montent très facilement à 14 degrés ou plus, et où on a eu souvent du mal à les vendanger entre 12 et 13 degrés, ce qui est plutôt un objectif pour les blancs. Ensuite, on va retrouver des variétés qui ont naturellement des pH plutôt bas, donc des fortes acidités. Alors, la variété emblématique, c'est le Sauvigny gris, qui est vraiment très constant. C'est un cépage qui fait régulièrement des acidités très élevées, des pH très très bas. Et le Saphira ou le Muscaris sont à peu près dans le même groupe. Sur les rouges, on retrouve des variétés à faible degré. Alors, sur le Chambourcin, le Vinard noir, peut-être une petite réserve vu le faible nombre de vinifications faites. On va retrouver des variétés qui semblent donner des degrés modérés, donc plafonnés entre 12 et 13 degrés. Donc, l'Artaban, après 2 variétés qui ne sont même plus classées. Donc, c'est le Cabernet Carbone et le Cabernet Cantor, et le Monarque également, qui donne des degrés plutôt modérés. Après, le Monarque semble caractérisé aussi par des acidités élevées, des pH relativement bas. Mais on trouve aussi un groupe de cépages qui ont tendance à faire des pH plutôt élevés à maturité. On va retrouver là le Vidocq, le Prior, l'Allegro, le Cabernet Corus, le Cantus, pardon, le Merlot Corus, et voilà, je fais une bêtise. Comment je fais pour… Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà des caractéristiques donc, qui feraient de ces cépages-là, qui leur donneraient un comportement assez proche de celui d'une Syrah, par exemple. Sur la couleur des rouges, qui est un critère important, on peut classer ces cépages en différents groupes. Un groupe de cépages dont les intensités colorantes sont faibles, donc de l'ordre de 5 à 7, ce qui est le niveau d'un grenache. On va retrouver le Cabernet Carbone, donc qui ne sera jamais classé, et une variété bouquet, le 31-60. Ensuite, des variétés dont la couleur est proche de celle du Merlot, le Cabernet Cortis, l'Artaban. Des variétés qui ont un potentiel couleur comparable à celui d'une Syrah ou d'un Cabernet. Donc, on va trouver le Vidocq et le Prior.
le Cabernet Volos, et puis les 2 bouquets, le G14 et le 3176. Mais on trouve aussi quelques variétés qui sont assez exceptionnelles par leur aptitude à faire de la couleur. Ça veut dire qu'on a des intensités colorantes supérieures à 19. Donc, c'est au-delà de ce qu'on connaît avec un alicante boucher, par exemple. Et alors, la plus remarquable pour ça, c'est le Monarque, qui est une véritable bombe de couleur, et le Merlot Chorus, qui est en cours de classement temporaire, qui est également intéressante. Si on regarde sur les polyphénols totaux, on retrouve là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Vitis vinifera, les Syrah, Cabernet, Merlot, Grenache, ont des épiétés qui varient entre 40 et 50, donc là, de 280. Et là, on retrouve à ce niveau-là quelques variétés bouquets, donc le 3179, le G14 et le 3160. Mais la plupart des variétés résistantes se caractérisent par des épiétés plus élevées. Là, à commencer par l'Artaban, qui est plutôt aux alentours de 50 à 60. Ensuite, on va retrouver un groupe entre 65 et 75 avec le Monarque, le Cabernet Cortis, le Vidocq, mais également l'Allegro et le 31-76. Et on va retrouver là aussi quelques exceptions, vraiment avec des niveaux très très élevés, supérieurs à 80, et le Volos, le Chorus, le Merlot Chorus et le Prior. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Monarque se caractérise par un potentiel anthocyane très élevé et pas forcément par un IPT aussi élevé. Donc ça, c'est un peu une caractéristique des cépages résistants. On a regardé un petit peu leur aptitude à faire du rosé. Alors sur les rosés, on s'est intéressé à la couleur des rosés, qui est quand même un critère très important. Donc là, vous avez un graphe colorimétrique qui représente en abscisse le niveau de l'intensité de rouge et le jaune en ordonnée. Vous avez ici des rosés de Syrah pour vous situer, et ici un rosé de Grenache, plutôt plus pâle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cépages comme l'Artaban ou le Cabernet Volos qui, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre au niveau de l'extraction, des maîtrises de température, donnent des couleurs plutôt élevées. Hein. Et on va trouver quelques cépages qui donnent des rosés type Syrah, comme le Vidocq ou le Prior ou le bouquet 31-79. Mais après, si on cherche des cépages, des rosés à très faible intensité, à part le 31-79, on va trouver des variétés comme le Cabernet Cortis, le Merlot Chorus ou le Monarque, qui peuvent donner des rosés assez pâles, mais avec des nuances jaunes assez intenses. Et au passage, encore une surprise avec le Monarque, qui donne aussi bien des rouges très colorés, mais qui donne des rosés, qui peut donner des rosés peu colorés. Et ça s'explique par l'épaisseur de la pellicule. On a souvent avec ces cépages-là, des pellicules beaucoup plus épaisses, et avec des mécanismes d'extraction de la couleur qui varient par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est tellement épais que, vous voyez, le souligné gris, qui a un gris très soutenu, hein, c'est beaucoup plus foncé qu'un Gewürztraminer, par exemple. Eh bien, contrairement à des questions que posent souvent les gens, on ne peut pas faire de rosé avec le souligné gris. Ça veut dire que la couleur est présente, mais ne sort pas dans les conditions de pressurage, même après des macérations pelliculaires. Alors, on s'est intéressé avec l'ISV, à Bordeaux, donc avec Pierre-Louis Tessèdre. On a envoyé pas mal de vins de ces caves expérimentales pour qu'ils fassent des analyses fines d'anthocyanes. Donc, il les a classés dans ce tableau où en bas, on voit les bouquets qui se caractérisent par des taux de viniférade qui sont supérieurs à 98%. Et ensuite, on trouve d'autres variétés dont le taux de viniféra est beaucoup plus faible. Alors, quand ce travail-là a été fait en 2018-2019, on n'avait pas pu à l'époque envoyer d'Artaban ou de Vidocq. Et ce qu'il a montré, c'est une différence forte de type d'anthocyane. Sur les bouquets, on retrouve comme anthocyane principal la malvidine, c'est-à-dire l'anthocyane qu'on retrouve dans les Vitis vinifera, donc dans les merlots, les cabernets, les grenaches. Et tous les autres variétés récentes
sont dominés par de la cynidine. Et ce qui explique certainement ces différences que l'on peut voir aussi bien au niveau analytique qu'au niveau sensoriel sur ces vins-là. Après, il y avait une question, est-ce que tu peux dire ce que c'est que IPT? L'indice de polyphénol totaux, excusez-moi. L'indice de polyphénol totaux, donc ça mesure essentiellement la quantité de tanins qu'on va avoir dans un vin. Merci. Voilà. Désolé. Après, là, on parle un petit peu d'analyse chimique, mais quand on vend du vin, on ne vend pas d'analyse, on vend du vin. Et le plus important, c'est, comme disait Alain Bouquet, c'est de faire des variétés qui non seulement résistent aux maladies, mais surtout qui ne résistent pas au consommateur, donc que le consommateur apprécie. Donc là, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits. Je vais commencer par présenter les travaux faits par l'IFEV entre 2017 et 2019. À partir, alors c'est un travail qui a porté sur des variétés INRA, donc les variétés Resdure, Artaban, Vidocq, Floréal et Sorelli, mais également sur le Prior et sur le Sorelli, à partir de vinification de parcelles gardoises. Et ces vins-là ont été comparés à des vins de référence régionale, avec aussi bien une approche technique, donc par des experts, que consommateurs. Alors, si on regarde, par exemple, sur les rouges, on voit ici un cercle noir dans lequel on va trouver les profils des vins de référence, à savoir la Syrah, le Merlot et le Marselan. Et ce qu'on constate tout de suite sur ce graphique-là, c'est que la plupart, que les cépages, les variétés résistantes, sont assez écartés de ce typique-là, de ces idiotypes. Et ils se démarquent par des critères plutôt négatifs. On va voir là le côté animal pour le Prior, le côté sécheresse ou fruits cuits, le côté herbacé. Donc, sur les rouges, la plupart des vins rouges qui ont été vinifiés ont des caractéristiques assez différentes des vins auxquels on est habitué. Avec l'Artaban qui semble, c'est celui qui serait le plus proche de ces vins de référence, mais avec une note plus fruitue et animale. Le Prior qui serait caractérisé par un descripteur animal, est-ce que c'est du réduit, est-ce que c'est du Brett, on ne sait pas. Les Vidocq qui sont caractérisés par des notes plus épicées, mais aussi plus végétaux, plus herbacés, et avec une structure tannique très forte en bouche et une forte sécheresse qu'on n'arrive pas à gommer par l'élevage ou par la vinification. Sur les rosés, on retrouve à peu près les mêmes tendances. Ça veut dire que on voit que alors les rosés de référence, c'était des rosés de Grenache et des rosés de Syrah produits par des caves du Gard. Et on voit que au niveau aromatique, ces vins de rosé sont sensiblement beaucoup plus fruits exotiques, beaucoup plus agrumes, beaucoup plus floraux, les notes florales, dans ce qu'on recherche sur un rosé, que les rosés de Vidocq ou de Prior, où ce qui les note, c'est un peu le fruit cuit, alors il reste du fruit rouge et pas mal d'herbacées, pas mal de végétal. Voilà. Donc, alors sur les blancs, alors là, c'est une autre représentation. Vous avez en haut du graphique des vins de référence. Donc, Chardonnay, il y a 2 Chardonnays, un Sauvignon, un Viognier. Et en dessous, Voltis, 2 Floréal, avec 2 process de vinification différents, et 2 Sorelli. On voit a priori là un peu moins, et en abscisse, on voit les descripteurs, donc fruits exotiques, fruits jaunes, fruits blancs, etc. Agrumes, floral, herbacées. On voit un peu moins de différence. Ça veut dire qu'on voit que les profils des blancs issus de cépages résistants sont plus proches des profils des vins de référence. Donc il y a pas mal de cépages blancs où la macération est pelliculaire, par exemple,
peut renforcer le caractère floral ou le côté fruits exotiques sur ces cépages-là. Du point de vue des consommateurs, là aussi, donc c'est lors d'une séance de porte ouverte au Pont du Gard, il y a eu pas loin de 200 consommateurs qui ont dégusté des vins. Alors ils ont dégusté chacun 1 ou 2, ils étaient, je pense qu'ils devaient faire chaud ce jour-là, ils n'avaient pas forcément envie de trop en boire. Mais ça a permis de noter, les vins d'une part sur une note de qualité qui allait de 0 à 10 et sur une note sur le prix. Alors sur l'Artaban, donc sur le rouge, on avait des notes moyennes plutôt basses, aux alentours de 3. Avec, alors là, c'est les différentes colonnes correspondent à des différentes classes d'âge. Donc les personnes âgées avaient tendance à noter un peu plus sévèrement l'Artaban que les jeunes. Et au niveau des prix, les gens étaient prêts à mettre aux alentours de 6,50 €. Et bien entendu, les personnes âgées, soit parce qu'elles avaient moins aimé le vin, soit parce qu'elles étaient, avaient un élastique au niveau du portefeuille, étaient prêtes à noter, à payer un peu moins. Sur les blancs, alors, il faut faire attention parce que les échelles des 2 graphiques ne sont pas les mêmes. Hein, sur le rouge Artaban, on va de 0 à 8, alors que sur le blanc, le floréal, on va de 0 à 10. Donc, si on regarde ces différences d'échelle, on s'aperçoit que le floréal était mieux noté dans l'ensemble que l'Artaban, 1 point de plus. Hein, et avec là, on ne voit pas de différence nette de classe d'âge. Et sur le prix prêt à payer, il est un peu plus élevé, on va dire presque 1 € de plus que l'Artaban. Et là aussi, les personnes âgées sont prêtes à payer un peu moins, ce qui veut dire que les jeunes sont peut-être prêts à payer plus cher le vin en général que les personnes âgées. Donc, sur l'ensemble de l'étude, il n'y a pas eu d'effet genre, donc homme, femme, sur la note ou sur le prix. Il y a peu de différence sur les classes d'âge pour la note qualitative, mais les jeunes sont toujours prêts à payer un peu plus cher. Après, il y a d'autres travaux qui ont été réalisés par l'ICV, les chambres d'agriculture de l'Aude et de l'Hérault. Donc là, il y a eu plusieurs séries de tests qui ont été réalisés entre 2016 et 2019. Donc là, c'est un travail sur les assemblages. Sur les assemblages, d'abord sur les cépages purs, hein, donc, ils ont été présentés à des jurys experts, type jury d'agrément d'IGP ou essentiellement d'IGP, parce que donc, c'est des jurys de 20 à 110 dégustateurs. Et sur les 20 qui ont été présentés, seuls 4 ont été jugés non conformes. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que c'est acceptable. Ensuite, il y a un gros travail qui a été fait sur les assemblages. Donc, vous avez à gauche tous les cépages résistants qui ont pu être travaillés, donc le Cabernet Blanc, Fleurtail, Muscaris, Sauvigny Gris, Sorelli, le Bouquet 3179, le Merlot Corus, l'Artaban, Cabernet Cortis, Cabernet Cantor, le Bouquet 3176, Prior, Monarque, Cabernet Volos, Allegro, et qui ont été assemblés avec des vins de base, des vins commerciaux, des vins bruts de cure, généralement fournis par des caves coopératives. Donc pour les blancs, il y avait des chardonnays, des sauvignons. Pour les rouges, syrah, merlot, cabernet sauvignon. Et différents types d'assemblages ont été faits. 80 de vins de base et 20 de cépages résistants, 90-10, 85-15. Et ces vins ont été présentés un peu comme l'a fait l'IFV à des jurys experts pour qu'ils jugent la conformité et à des jurys de consommateurs. Il y a eu différents tests réalisés par les jurys experts, soit des tests triangulaires, donc on présente 2 vins identiques et un vin différent et on demande si on arrive à trouver le vin différent, ou test de préférence, c'est-à-dire qu'on donne 2 vins et on demande s'il y a une préférence. Donc, ce qui ressort de tous ces travaux, c'est qu'au niveau des assemblages, quel que soit le vin de base, il n'y a pas eu de préférence significative à l'intérieur des séries. Les jurys experts ont parfois noté quelques différences, tel type de vin un peu plus sec ou un peu moins intense
sur tel paramètre aromatique, mais ça n'a jamais conduit à une préférence pour le jury consommateur. La conclusion globale de ce travail-là, c'est que l'ajout de 15% de cépages résistants n'induit ni perte ni gain qualitatif suffisant pour conduire les consommateurs à une préférence négative ou positive. Et la question annexe, ça n'induit pas non plus de différence négative au niveau du prix prêt à payer par le consommateur, ce qui est assez logique parce qu'il n'y a pas de préférence. Donc, ces travaux-là ont aussi permis de faire des fiches. Là, vous avez par exemple un exemple de fiche que l'ICV a faite, où on a essayé donc sur des profils standardisés pour les blancs, avec un centre de descripteurs standardisés, on a mis en évidence ceux qui étaient significativement spécifiques, disons, d'un vin, c'est-à-dire qui étaient retrouvés par tous les membres du jury. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez trouver ces fiches-là sur le site de l'ICV. Ils ont également été mis sur le site Oscar. Voilà. Donc, sur les conclusions de ce travail-là, tout d'abord, une phrase un peu de précaution. Attention, on a travaillé sur des vignes jeunes, on a travaillé sur… on n'a pas pu explorer le comportement de ces cépages-là dans tous les terroirs, dans toutes les zones climatiques. Donc, c'est des indications, mais à confirmer ou à préciser. Ces variétés-là offrent une grande palette de choix, que ce soit par la précocité, l'acidité, et bien qu'elles n'aient pas été sélectionnées pour ça, on a trouvé un certain nombre de cépages à potentiel acide élevé, ce qui est intéressant dans le cadre du changement climatique. Le degré, avec quelques variétés à faible degré qui peuvent être intéressantes, ou les profils sensoriels. Donc, de ce point de vue-là, certains cépages, même s'ils ne résistent pas particulièrement à la sécheresse, peuvent présenter un intérêt face au changement climatique par leur capacité à faire des degrés faibles ou à maintenir des potentiels acides élevés en conditions méditerranéennes. Globalement, sur les blancs, on a trouvé plusieurs cépages qui produisent des vins intéressants, qui sont bien notés, et à l'aveugle, généralement, quand on présente des blancs au milieu de vins de référence, ils ne sont pas trop discriminés. Sur les rouges, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils sont souvent caractérisés par des potentiels couleurs très élevés, mais à la fois des vins très tanniques. Et ces vins-là sont souvent moins bien notés. Et souvent par des notes végétales plus élevées, plus tanniques, plus desséchants. Et il y a peut-être un lien entre la nature des anthocyanes et les polyphénols et le pourcentage de génome de vinifera. C'est ce que semblent montrer les travaux de Pierre-Louis Tessèdre. Et ce qui veut dire que les bouquets présentent un gros espoir de ce point de vue-là, vu leur taux de génome. Et les premières dégustations qui ont pu être faites sur les rouges bouquets montrent effectivement des potentiels qualitatifs plus intéressants que sur ce qui est actuellement classé. Au niveau valorisation, aucun souci pour assembler ces vins-là à 15%. On respecte la typicité du vin de base. Et pour l'instant, on a une bonne acceptabilité du consommateur qui ne les différencie pas, mais à l'aveugle. Et la question qui peut se poser, c'est celle que j'essaie de poser là, c'est qu'est-ce qui va se passer si le consommateur déguste en ayant une information sur ces cépages-là. Si l'image du vin qu'il en retient, c'est que les vignes sont non traitées, on peut penser que ça donnera un a priori favorable. Mais si l'image qu'il retient de ces cépages, c'est que c'est des OGM, et on peut craindre qu'il y a un a priori défavorable. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur les vinifications de ces cépages. Merci Jacques pour ton intervention. Il y a eu quelques questions depuis le début de ce webinaire pour demander si certaines d'entre vous pouvaient avoir les diaporamas ou les présentations. Alors sachez qu'en fait le webinaire est enregistré, donc il sera en ligne pour en tout cas sur le site de la Chambre régionale, sur la Chambre départementale Hérault aussi.
sur l'ICV peut-être, voilà, à voir, oui, avec les liens, oui, bien sûr. Et avec les quelques petits couacs qu'il y a pu y avoir aussi au niveau des sons, ça rendra la présentation plus vivante. Je vais passer la main à Soline pour la dernière partie de la présentation. Donc voilà, je vais vous présenter la synthèse des dégustations sur les vins de variétés résistantes qui ont été faites à l'INRAE. Donc en fait, ces dégustations ont lieu depuis 2016. On a à peu près une dégustation par an. Il y a un décalage, Soline, attends. Il y a à peu près une dégustation par an depuis donc 2016. Donc on a eu 5 millésimes d'évalués et la prochaine pour le millésime 2021 est déjà planifiée en avril 2022. Donc chacune de ces dégustations rassemble entre 20 et 38 dégustateurs qui sont des vignerons, des responsables de cave, des acteurs de la filière, des personnes de l'IFV, de l'INRAE, enfin voilà, c'est assez large. Et en fait, voilà, ces dégustations, on y tient, mais elles sont vraiment faites dans les conditions de l'analyse sensorielle, c'est-à-dire que c'est des dégustations individuelles en box où on gère un certain nombre de paramètres, notamment la température de service, l'ordre de service des échantillons, des choses comme ça. Et donc, on a une fiche de dégustation, alors qui est peut-être petite, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais en fait, on demande simplement au dégustateur de décrire le vin. On ne parle pas de préférence là du tout. Il y a une note de qualité, mais c'est juste informatif. On demande vraiment aux gens de décrire en cochant des descripteurs qui leur paraissent pertinents suivant le vin qu'ils ont devant eux. Et avec ça, grâce à ça, en fait, on obtient une fiche de dégustation qui ressemble à ça. Donc ça, c'est une synthèse sur, par exemple, pour le G5, sur 4 millésimes, où ça va nous permettre de vraiment avoir les caractéristiques prédominantes de chacun des cépages. Alors, ces fiches-là, voilà, sur le nombre de variétés, c'est un peu rébarbatif. Donc, j'ai fait une synthèse beaucoup plus globale que je vais vous présenter. Donc, déjà, sur les vins blancs, donc on a évalué, on a 6 variétés au total, avec donc des bouquets et les 2 résidus 1. Et avec des lieux géographiques des fois différents. Voilà. Alors, ce qu'on s'aperçoit tout de suite au niveau, donc ça c'est au niveau visuel, donc de la couleur des vins, c'est qu'on a l'axe horizontal qui va à droite vers des couleurs plus dorées, plus jaunes, donc qui sont plus caractérisées pour le Voltis, pour le 31-59 de 12, et à droite au contraire des couleurs qui sont beaucoup plus vert, clair, avec des reflets verts qui sont... Voilà, et notamment avec le floréal, alors celui qui est dans le Gard, qui est vraiment caractérisé par une couleur plus pâle. Au niveau olfactif, ce qu'on s'aperçoit tout de suite, c'est le G5 qui est vraiment très caractérisé par une odeur muscatée. Et ce qu'on voit aussi, c'est donc en haut à gauche les 2 floréales qui ont plus des odeurs, qui sont plus caractérisées par des odeurs d'agrumes, de fruits exotiques, globalement plus aromatiques. Et ça, voilà, qui serait lié au thiol volatile présent dans ce cépage. À droite du graphique, on voit plus des vins qui vont être un peu plus fruités, fruits blancs, floral, poire, pêche, des choses comme ça. Et au centre, en fait, on a le G9 et le Voltis qui sont des vins un peu plus neutres au niveau olfactif. Au niveau gustatif, c'est beaucoup plus éclaté. La première chose qu'on s'aperçoit à droite, c'est donc le G5 et le G9 qui sont les 2 vins à plus faible teneur en alcool, donc ils sont effectivement caractérisés par les descripteurs légers, courts et toujours muscatés pour le G5. Et à gauche, on a les vins qui sont à des degrés plus élevés et qui sont plus caractérisés par les descripteurs ronds et gras. Et on a les 2 floréales qui sont un peu plus aromatiques. Et le 31-59 de 12 et le 33-47-320 qui sont un peu plus alcooleux, au contraire. Au niveau des vins rouges, on a évalué 11 variétés avec des lieux différents de temps en temps, donc entre essentiellement pêche rouge, mais le domaine de Cazes aussi, et puis les parcelles en VATE notamment, et avec certains types de vinification aussi différentes. On peut le voir par exemple pour le 31-76-21-11 qui a été évalué
en vinification classique ou en macération carbonique aussi, pour voir voilà, ce que ça pouvait donner. Alors, au niveau visuel sur ces vins, alors il y a beaucoup, ça fait beaucoup de points. Donc, effectivement, ce qui est entre parenthèses, c'est les petites caractéristiques. Donc, VE, par exemple, pour le 31 76 21 11, c'est vendanger grappé. On a le MC, et sinon, c'est les numéros de département qui permettent de les positionner. Donc, ce qu'on s'aperçoit là sur ce graphique, c'est qu'on a à droite les Artaban 30 et 84 qui sont pour une couleur beaucoup plus claire. Et par contre, à gauche du graphique, là où il y a une concentration beaucoup plus élevée de points, on a des vins qui ont une couleur plus intense, plus profonde, plus noire. Et on a sur l'axe vertical plutôt une différence de nuances avec en haut des couleurs plutôt rouge-violet avec d'autres Artaban et les Vidocq, et en bas plutôt des nuances pourpre, grenat et globalement un peu plus foncé. Au niveau olfactif, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a à droite du graphique les vins qui sont plutôt fruités, fruits rouges, un peu amyliques, ce qui est le cas en fait notamment pour le Vidocq et l'Artaban 30 qui ont été thermo-vinifiés tous les deux. Donc ils sont assez caractérisés par ce descripteur-là. Et on a à gauche du graphique des vins globalement plus complexes au niveau des odeurs, parce qu'il y a des odeurs beaucoup plus différentes, parce qu'on a de l'épice, on a du fruit noir, on a un descripteur fumé, réglisse, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des odeurs qui sont un peu plus complexes. Ce qu'on s'aperçoit là, c'est que notamment pour les Artaban, donc on a quatre lieux géographiques, on voit qu'ils sont vraiment étalés sur tout le graphique. En fonction de leur zone géographique notamment. Au niveau gustatif, on va avoir globalement à droite du graphique les vins qui sont plutôt un peu plus courts, légers, à queue acide, et globalement à gauche ceux qui sont un peu plus longs, un peu plus alcool, structurés, concentrés. Et donc là, on voit notamment une différence pour la variété 31 76 21 11 on voit la différence entre la vinification classique et la macération carbonique, puisque la vinification classique est vraiment en bas du graphique, lié aux tanins, plutôt à des tanins séchants, à l'astringence beaucoup plus forte, et la macération carbonique qui va plutôt en haut du côté des tanins souples et de la rondeur et de la sucrosité des vins. Voilà, je vous remercie. Quand pourraient être classés définitifs les bouquets? Ah, alors là, actuellement, on a un certain nombre de parcelles au niveau des départements, donc Aix-Languedoc-Roussillon, plantées en INRA bouquet, des parcelles type vigneronne, donc de plus de 20-30 arts. C'est un réseau qui est drivé par les chambres d'agriculture et le CIVL. Et les viticulteurs sont en convention avec l'INRA pour l'autorisation de ces variétés qui sont classées temporaires, avec donc des obligations de compte rendu et tout. Mais ces parcelles de vignerons sont totalement insuffisantes pour faire avancer le dossier. Donc c'est pour cela que les parcelles VATE ont été implantées. Donc la parcelle VATE INRA bouquet qui a été présentée par Thierry Grimal tout à l'heure au domaine de Cazes, complétée par la parcelle VATE de Pêche Rouge, qui a juste un an de décalage, et une parcelle vitrine implantée donc dans l'Hérault ensemble, mais qui, elle, n'a pas non plus de réalité administrative. Il faut attendre que les deux parcelles VATE arrivent à la fin des suivis pour pouvoir, en fonction des résultats de ces parcelles VATE couplées avec les observations des parcelles vigneronnes, voir si oui ou non il y a la possibilité auprès de l'INRA de demander l'ouverture de dossiers de classement de certains numéros. Donc, Pêche Rouge commencera à être suivi en 2022
2022, 2023, 2024, ça c'est l'obligation. Il faut 3 millésimes complets d'obtention de résultats. Donc ça fait 2024, le temps de monter le dossier et de l'instruire, à mon avis, c'est pas avant 2025-2026 pour une sortie de peut-être certains numéros d'INRA bouquet. Ça c'est voilà mon avis. Après, on a un tel réseau quand même chez les vignerons, bien construit, bien suivi. On peut avoir beaucoup de richesse d'informations et de diversité de connaissances au niveau de l'implantation. Très rapidement sur ces numéros, on sera vraiment prêt au niveau des caractéristiques. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il eu des analyses sensorielles sur rosé? Oui, oui, oui. Oui, effectivement, il y a eu des analyses sensorielles sur rosé. Donc là, je vous ai présenté le volet analytique, donc la colorimétrie, mais tous ces vins-là ont été dégustés. Ce qui ressort, il y a souvent au niveau aromatique, ces vins-là sont jugés un peu moins intenses. Alors, il y a quelques cépages qui ressortent. Le Cabernet Cortis, au niveau aromatique, ressort pas mal. L'Artaban aussi. Par contre, en bouche, la structure en bouche est souvent jugée un peu négativement, avec une rugosité, une sécheresse un peu plus élevée que sur les références. Bernard Roger me précise que je me trompe, la VATE de suivi, oui, la VATE de CASE a commencé en 2021, donc en fonction de la complétude des suivis et de leur richesse, on verra bien effectivement 2024 plutôt que 2025. Ça, c'est pas à nous de décider, hein, ce sont des matériels INRA, donc on fera tout pour avoir des bons suivis de toute façon et aller le plus rapidement possible. J'avais une question pour eux. J'avais une question également pour Soline. Est-ce que nous pouvons avoir les résultats des résidus qui ont été classés en janvier? Est-ce que tu as ça ou non, Soline? Les résidus qui ont été… Non, on ne les a pas évalués, pardon. Ceux qui ont été classés en janvier, c'est lesquels, hein? Corolis et compagnie là. Ouais, donc non, c'est ça. Ceux-là, non, on ne les a jamais évalués. Donc je ne les ai pas, non. D'accord. Alors après, pour les personnes qui nous écoutent là, si vous voulez visiter des parcelles vigneronnes, il y en a quand même beaucoup, hein, en réseau un petit peu partout. Il faut vous rapprocher de nous. Nous organisons systématiquement, en tout cas dans le département de l'Hérault, ce sont des visites qui sont accompagnées aussi par le conseil départemental très très présent depuis 2011 sur le dossier pour le département de l'Hérault. Et donc en fait, si vous vous rassemblez et puis on va sur les parcelles, on discute, voire on déguste. Bon, quand il fait chaud en été, c'est pas forcément évident de déguster. Il faut trouver des arbres, mais non, mais rien ne vaut les visites et la découverte par soi-même sur les parcelles. Voilà, toutes les parcelles de réseau de vignerons sont à vos dispositions. Une autre question, justement, est-ce que des fiches techniques ont été donc éditées? Ah, attendez, ont été édités pour ces résidus 2. Personne ne peut vous répondre. On ne sait pas. Ouais, c'est à l'INRA de répondre ça. Ouais. Par contre, en tout cas, bon là autour de la table il y a Jacques donc ICV et puis moi au niveau de la Chambre de l'Hérault, mais qui porte aussi un petit peu la parole des autres chambres. Et des fiches techniques de ces RESDUR 2 qui ont été inscrits, ce sont des RESDUR qui ont été étudiés dans d'autres régions. Ce ne sont pas les numéros qui font partie des parcelles VATE dont on vous a parlé tout à l'heure, qu'elles soient à la Cerfelle, je ne sais pas si Anne est encore là, ou à Cazes, mais on n'a pas les numéros qui sont classés dans notre région. Donc, à ma connaissance, non, il n'y a pas encore de fiche technique. Je suis là, oui. Juste Et pour là, dire tu que je suis là. veux Oui. compléter?
Oui, non, mais c'est un peu tôt, je pense, pour les fiches techniques, mais c'est effectivement à l'INRA de répondre. Mais nous, on en avait des résidus 2 en VATE. Bien sûr, tous ne sont pas retenus. Il y en a 2, je crois, chez nous qui ont été retenus. Mais voilà, les fiches seront faites en suivant, j'imagine. Il y a une question sur la résistance des variétés au stress hydrique, à la contrainte hydrique. Donc en fait, sur les parcelles qui sont des parcelles expérimentales, on n'a pas spécialement vu de problème. Après, il y a quelques observations qui ont pu être acquises sur des parcelles de vignerons. On émet quand même un petit doute peut-être sur le floréal par rapport à la contrainte hydrique. Il va falloir faire attention de lui permettre d'avoir un système racinaire bien implanté avant de commencer à le mettre à fruit. Voilà. Mais c'est vrai que les implantations de ces variétés-là sont plutôt dans des sols qui ne sont pas forcément sujets à stress hydrique dans nos réseaux. Alors, comment peut-on inscrire au catalogue des cépages qui n'ont pas été évalués au niveau organoleptique? Quand on parlait de VATE, qui est le passage obligatoire de ces variétés pour le classement, pour l'inscription d'abord, puis ensuite pour le classement, le T, c'est technologique. Donc, il y a une évaluation au niveau vinification et dégustation. Ça peut être une évaluation uniquement sur dossier. Moi, j'ai quand même l'impression que 2017-2018, les variétés ont été inscrites sur dossier. Moi, pour avoir participé à des présentations d'autres cépages avant, il y a aussi une dégustation avec une présentation des vins et puis voir une présentation des vins aussi sous forme d'assemblage. Donc voilà, c'est évalué au niveau organoleptique. Après, comment on prend en compte le dossier Les créations récentes sont obligatoirement évaluées au niveau organoleptique, mais au niveau français, il suffit d'avoir 2 sites de VATE. Donc, il suffit qu'il y ait une VATE à Angers et une autre en Champagne ou en Beaujolais pour que le essai soit classé. Oui, comme exemple, donc là, Jacques parle de Champagne et de Pays de Loire, ou je ne sais plus ce que tu dis. Mais ben, dans l'autre sens, Sauvigné Gris, Muscaris, Cortis ont été classés au niveau national avec des VATE de Cazes, donc dans l'Aude, et Marseillargues dans l'Hérault. Donc en fait, ce sont les VATE méridionales qui ont classé ces variétés-là au niveau national. Et après, sur dossier avec des compléments, effectivement, notamment des résultats allemands ou autres. Un peu comme toutes les variétés d'adaptation, le Moscofinero, la Certico, etc., ont été classés en France sur dossier, donc sur dossier, avec des références issues des pays d'origine. Oui. Il y a une autre question encore. Oui, les nouveaux millésimes vont-ils être suivis au niveau Black Rot? Alors, on suit de toute façon, alors c'était pas dans les VATE de base, hein, le suivi Black Rot. Maintenant, on suit le Black Rot partout. Parce qu'en fait, le fait de plus traiter ou beaucoup moins traiter Mildiou-Oïdium, bah, le Black Rot, il s'amuse. Il n'est plus contraint par les traitements d'une stratégie classique. Et donc, petit à petit, on voit cette pression Black Rot, en fonction des années, bien sûr, mais on voit cette pression Black Rot arriver. Donc, de toute façon, sur toutes nos parcelles, on suit Black Rot. Quand on parlait des réseaux, des parcelles de vignerons, dans le cadre notamment du réseau RQD, on suit tout. On suit les maladies du bois, on suit le Black Rot, on suit les cicadelles, on suit, parce qu'en fait, on vous a pas parlé, mais on trouve, par exemple, beaucoup moins d'impact de tordeuse sur le Sauvigné Gris, parce que la peau est très épaisse, et puis bon, ben, il y a beaucoup moins de dégâts sur ce cépage-là, de par cette peau très épaisse. Donc, en fait, toutes les maladies possibles, tout ce qu'on a à notre disposition, en fait, qui doit être suivi,
c'est fait au niveau de ces deux dates, floraison et véraison. Donc le black rot, on va acquérir de plus en plus de données effectivement sur le black rot. Après, les autres créations qui sont en train d'être faites sont aussi triées. Alors, je ne sais plus si le Résidure 2 c'est le cas, mais je crois que c'est le Résidure 3 en tout cas. Les variétés sont créées sur le filtre black rot, sont criblées au niveau black rot. Pas tout. Enfin, il y a des. Oui, mais il y a des variétés résistantes black rot en Résidure 2 et en Résidure 3. Alors après, juste, ouais. Sur les Résidure 2, nous, celles qu'on avait, elles n'étaient pas ciblées sur le black rot, mais je crois que c'est effectivement en 3 surtout, Résidure 3. Ouais. Oui, les Résidure 2, il n'y avait pas encore ce criblage black rot au niveau de. Ils étaient bien sensibles, hein, ceux qu'on avait. Oui. Mais par contre, on observe, nous, au niveau terrain, si c'est systématique maintenant. Hein. Pour planter des variétés bouquets, il faut se rapprocher des chambres. Alors, il existe une convention, une grande convention entre l'INRA, l'IFV et les interpros, c'est IVL, 20 Pays d'Oc, IFSO. Et en fait, c'est dans cette convention-là que les plantations des variétés bouquets se décident. L'INRA a le dernier mot pour décider où se trouvent les parcelles, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est de multiplier les points de chute et les conditions pédoclimatiques de l'implantation de leur matériel pour voir ce que ça donne. Donc, en fait, l'INRA a le dernier mot. Après, la constitution des dossiers qui vont candidater, c'est via CIVL, mais via aussi, ça peut remonter par les chambres. Et puis, de toute façon, on fait remonter à l'interpro de la convention. Voilà. Après, il faut se dire aussi que, bon, pour pouvoir planter des variétés bouquets dans le cadre d'expérimentation comme ça, il y a un cadre très précis de suivi. Il y a un cadre aussi précis au niveau de surface à avoir soit au niveau national, soit au niveau du bassin de production. Donc ça va dépendre des numéros. Il faut que les numéros soient classés temporaires déjà. Donc en fait, on ne peut pas parler de tous les numéros bouquets qu'on a pu vous citer tout le long de la présentation. Il n'y en a pas 14 possibles. Là, actuellement, il n'y en a que 7. Et sur les 7, après, il y a soit des nombres de parcelles suffisants pour avoir donc une bonne représentativité de l'implantation de la variété. Voilà, donc il faut se rapprocher effectivement chambre CIVL, en tout cas. Voilà. Alors, on ne voit pas de nouvelles questions qui apparaissent. On m'avait demandé de présenter un peu notre dispositif. Tu veux que je le fasse maintenant, du coup, ou pas? Bah oui, ça serait bien. Oui, donc très rapidement, donc Anne-Sandrée, Chambre d'agriculture du Gard. Donc on m'a juste demandé de témoigner un peu. Alors nous, on fait partie, pareil, du réseau Chambre. On a une douzaine de parcelles en observation sur Bouquet et parcelles vigneronnes. Donc juste peut-être pour appuyer ce système, l'intérêt aussi, c'est que sur ces parcelles, on a le retour du vigneron à chaque fois. Je pense que Nathalie l'a dit, mais que même par des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, on a un retour sur n'importe quel sujet, échaudage, on peut avoir un retour. Une appréciation du vigneron, c'est important aussi sur les points positifs ou négatifs qu'il voit au cépage. Et donc ensuite, en plus de ce dispositif auquel on participe, donc ce qu'on met en place en ce moment, on se donne 3 ans pour le faire, c'est une grande parcelle vitrine donc qui est implantée à Sudexpé Gare, donc à Saint-Gilles, qui pourra peut-être répondre à certaines questions que vous avez posées aujourd'hui. Donc notamment, en fait, on veut planter par rangée, donc c'est pas un dispositif expérimental strict genre VATE, c'est plus de la démonstration. Donc on va planter on essaye de planter tous les cépages résistants aux maladies
au moins classés en temporaire. Donc, on aura les bouquets classés temporaires, on aura tous les résidus au fur et à mesure qui sont classés, les Italiens aussi, les Allemands, enfin voilà. Sur le même terroir, la même parcelle. Et on aura aussi des cépages méditerranéens tolérants à la sécheresse. C'est en train d'être mis en place, c'est pas fini. Malheureusement, c'est du matériel végétal, ça prend du temps. Mais c'est vrai que l'avantage qu'on aura, c'est qu'on pourra aller les voir, éventuellement les déguster, si on a la possibilité de faire des micro-vinifs. Donc, notre partenaire principal, c'est l'IAV sur cette action-là. Mais on a aussi les pépiniéristes qui sont acteurs de ce projet et les ODG. Voilà. Ton complément, là, Anne, me fait penser que effectivement, il faut aussi que je dise qu'il y a le site pilote des Trois Fontaines au Pouget, qui est en cours de plantation depuis plusieurs années déjà maintenant, hein, puisque la première plantation, ça a été 2019. Donc, ce site des Trois Fontaines qui est sur l'axe Montagnac-Gignac, donc au niveau moyenne vallée de l'Hérault, se décline sur plusieurs îlots. Il y a un îlot, donc c'est la parcelle vitrine bouquet dont je parlais, dont Thierry a commencé à en parler, puis je l'ai redit par la suite. Donc c'est un site complémentaire au VATE pour regarder dans une autre situation sur des sables très filtrants sur lesquels nous avons observé en 2019 des problèmes au niveau chaleur pour les jeunes plants sur Floréal, très fortement. Hein. Donc ça, c'est un premier îlot. Après, on a conçu les deux îlots qui sont en train d'être finis, dont la plantation est en train d'être terminée. Donc, ce sont des îlots sur lesquels à chaque fois on a mis une parcelle type vigneronne, donc de 30 arts, de G5 et de G9, sur chacune desquelles on fait varier le système de taille avec Roya, Guyot, taille mécanisée, puisqu'en fait ces variétés tolérantes, un certain nombre de viticulteurs les ont implantées de façon à baisser leur coût de production au niveau du vignoble. Donc du coup, on a un certain nombre de parcelles vigneronnes dans toute la région où la cohérence des choix a été jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris taille mécanisée et pas de palissage sur ces cépages où il n'y a pas de traitement ou très peu de traitement. À côté de ces deux blocs-là, on est en cours de plantation du reste de toutes les autres variétés classées définitives, de façon à avoir vraiment une collection complète à destination au public, aux vignerons, oui aussi, mais aussi au public, puisque c'est un site, un centre public, un site public, un centre équestre, donc qui nous permet de pouvoir aussi montrer ce que sont ces nouveaux cépages de demain aux futurs consommateurs. Le dernier site qui sera mis en place, c'est un autre sujet, ça donnera lieu à un autre sujet de webinaire, très certainement. Ce sont tout ce qui est cépages et porte-greffes résistants ou adaptés à la sécheresse plutôt, adaptés au changement climatique, sécheresse et chaleur, sur lequel donc on mettra en place soit cépages, soit des collections de porte-greffes. Et à ce sujet, je voulais juste dire un mot sur une parcelle VATE de porte-greffe à destination, donc changement climatique, qui est en cours de mise en place à Boutenac dans l'Aude. Voilà, et qui vient compléter d'autres parcelles VATE en Champagne, dans le Cognacier à Cognac, on va dire, et qui donneront des résultats sur soit des porte-greffes de création française, soit des anciens porte-greffes, soit des porte-greffes étrangers. Donc, vous pouvez vous rapprocher si vous êtes de nous pour visiter tout ça. Est-ce qu'il reste d'autres questions encore? Non, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Il est 18h04. Je crois qu'on a vraiment bien tenu nos horaires. J'ai un petit peu désolée de tous les petits couacs d'utilisation. C'est un bel outil, mais il faut le prendre en main. Donc, prochaine webinaire, ça sera parfait. Donc, alors ce webinaire, même s'il est organisé par Chambre d'agriculture, il est à la demande du CIVL
Et en tout cas, je pense que toutes les équipes qui travaillent au niveau du terrain ne peuvent que remercier la ténacité et la résistance du CIVL pour nous accompagner sur ce sujet, pour nous pousser aussi dans toutes nos formes de communication à destination des vignerons. C'est un thème qui, vous avez vu, n'a même pas 10 ans d'existence. Et la somme de connaissances qu'on peut avoir acquises au niveau de tous les, que ce soit Viti, Eno, etc., est vraiment, vraiment très importante. Et en tout cas, on peut remercier tous les financeurs et puis les interpros. Voilà, ce sera mon petit mot de la fin. Merci à vous et restez de temps en temps connectés à vos sites Chambre d'agriculture ou autres, et puis vous verrez passer le lien pour aller revoir cette présentation. Et je vous souhaite une très bonne soirée.